Salut, je m'appelle Johnny. Si je vous disais qu'un mot a réussi à me rendre millionnaire, me croirez-vous? Alors laissez-moi vous dire que c'est la vérité. Le mot non m'a rendu millionnaire et si vous ne me croyez pas, continuez à regarder la vidéo pour découvrir comment cela est arrivé. Habituellement, ces histoires qui racontent comment les gens sont devenus millionnaires commencent toujours avec ces personnes qui déclarent avoir vécu dans la pauvreté, ils étaient si misérables, etc. Mais en fait, avec moi, ça n'a pas du tout commencé ainsi. Je n'étais pas riche, pas du tout même. Avec ma famille, on pouvait parfois se permettre de partir en vacances, où on n'avait pas besoin de nous inquiéter pour la nourriture, et on avait un toit sur nos têtes. On n'était pas pauvres, mais on n'était pas riches non plus. On était quelque part entre les deux. Mais avant que je ne continue, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur le bouton des notifications pour ne manquer aucune de nos histoires incroyables. Si vous le faites, dans les prochaines secondes, vous allez devenir millionnaire quand vous serez plus vieux. Croyez-moi, ça fonctionne réellement. Quand j'avais 16 ans, mon père nous a fait déménager pour son travail. Il avait eu une promotion à son travail et bien que j'étais très triste de dire au revoir à mes amis, j'étais heureux pour lui. Il m'avait dit que ce nouveau travail était très passionnant et qu'il adorait y aller. Mon premier jour dans ma nouvelle école était assez mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez, j'imagine que j'étais considéré comme un beau mec, enfin, c'est ce que me disaient beaucoup de personnes. Je ne voyais pas trop ce qu'ils voulaient dire pour être honnête, mais j'imagine que, comme on dit, les gens nous perçoivent 20% plus séduisants que ce qu'on voit nous-mêmes. Bref, quand je suis arrivé à l'école, j'étais surpris de voir que plein de personnes voulaient être mes amis. Les nouveaux amis que je me suis faits m'ont souvent dit à quel point les filles pensaient que j'étais mignon et voulaient sortir avec moi. J'étais plutôt abasourdi mais enthousiaste à l'idée d'être populaire. J'étais assez populaire avec tout le monde. Mis à part un gars nommé Michael. Michael était dans la même classe que moi pour la plupart des matières. Et pour certaines raisons, il détestait mon cours. Lorsqu'on était dans les parages, il me lançait des regards tueurs et murmurait des insultes dans sa barbe. Je suis persuadé qu'il était juste jaloux de moi. Un jour, j'étais assis à une table quand Michael est apparu. Il avait un plateau avec son repas. Il a prétendu glisser pour que toute la nourriture me tombe dessus. J'avais facilement vu dans son jeu et je me suis levé de colère. « Mais qu'est-ce que tu fous ?» ai-je crié. « Oh, désolé, ma majesté, a-t-il dit. Puis il s'est mis à rire et est parti avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. J'étais furieux et je voulais réclamer vengeance. Alors, mes amis et moi avons monté un plan. On allait se faufiler vers le casier de Michael et y mettre quelque chose de très embarrassant. Comme ça, quand il allait l'ouvrir, toute l'école allait le voir. On s'est mis d'accord sur le plan à suivre et nous nous sommes préparés. Très rapidement, le jour qui suivit, Michael est allé à son casier pour récupérer ses cahiers, alors qu'avec mes amis, nous attendions dans un coin. On ricanait et on se bousculait parce qu'on était trop excités. Finalement, Michael l'a ouvert et s'est écoulé un tas d'animaux en peluche. Michael a regardé les ours en peluche qui s'étaient effondrés à ses pieds avec surprise. Puis il a regardé vers nous avec colère en voyant nos visages rouges car on retenait nos rires. « Oh, Michael est un petit bébé !» l'a taquiné un de mes amis. « Est-ce que Michael a besoin d'une couche ?» J'ai pensé que c'était un peu trop rude, mais je pouvais plus m'arrêter de rire au nez de Michael. Il avait l'air si meurtri. Les autres étudiants, qui étaient non loin, se sont également mis à rire. Michael a hurlé « Je t'aurai un jour, Johnny !» Puis il s'est rué dehors avec un regard haineux. Nous avons continué à rire jusqu'à ce que la sonnerie des cours retentisse. Alors, nous sommes partis avec des larmes au coin des yeux à cause de nos rires. En classe, ces derniers mots faisaient écho dans ma tête. Je t'aurai un jour, Johnny. Mais je ne m'inquiétais pas trop. Que pouvait-il donc faire? Je ne me doutais pas que Michael était capable de beaucoup de choses. Et si j'avais su ce qu'il allait faire, je ne lui aurais jamais fait cette farce. Je suis rentré à la maison un jour et j'ai trouvé mon père dans le salon avec ma mère qui était en train de pleurer. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en panique. « Johnny, je dois te dire quelque chose, » a dit mon père. Il me dit de m'asseoir à ses côtés et il m'a tout expliqué. J'ai été viré de mon travail. « Quoi ?» ai-je dit avec surprise. « Mais pourquoi ?»« Je n'ai aucune idée, mais ne t'inquiète pas, nous allons tout arranger. »« Mais comment allons-nous vivre si tu n'as pas de travail ?» Mon père a hésité puis il a regardé ma mère. « Je suis pas encore certain, mais je vais faire en sorte que tout aille bien. Je vais trouver un autre travail. » Mais, Johnny, tu sais ce qu'on dit, ce qui ne te mange pas te rend plus fort. J'ai hoché la tête en accord. Il avait raison, on allait s'en sortir. On pouvait le faire, mais ça me surprenait tellement. Pourquoi avait-il été viré aussi soudainement? Ne venait-il pas d'être promu? Il ne pouvait certainement pas avoir fait un si mauvais travail que son patron devait le virer. Le jour suivant à l'école, je me sentais déprimé. Mon père n'avait plus de travail, on s'inquiétait pour l'argent, et je devais peut-être déménager à nouveau.
J'en ai parlé avec mes amis et ils m'ont consolé. C'est alors que j'ai entendu un rire diabolique qui venait de derrière. Quand je me suis retourné, j'ai pu voir que c'était Michael. « Ton vieux père a été viré, n'est-ce pas ?» a-t-il ricané. « Tais-toi, Michael, ai-je dit d'un ton sec. » Michael rit de nouveau. Je me demande pourquoi il a été viré. « Michael, peux-tu juste te taire ?» ai-je commencé. Je me suis figé sur place. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Michael ne pouvait pas avoir entendu ce que j'ai dit à mes amis. Je le leur avais chuchoté. Et par je ne sais quel moyen, il avait réussi à entendre alors qu'il se trouvait à 3 mètres. Je me suis retourné vers Michael et lui ai demandé s'il avait un rapport quelconque avec le brusque renvoi de mon père. « Peut-être, peut-être pas », a dit Michael. J'ai fait un bond sur mes pieds. « Michael, je t'en prie, dis-moi que tu plaisantes. » Michael s'est mis à rire. « Mon père est peut-être le dirigeant de l'entreprise où travaille ton père. Je lui ai peut-être demandé de virer ton père. » J'ai senti ma mâchoire tomber. « Pourquoi tu fais ça ?» Le sourire de Michael a disparu. Il avait l'air irrité. « Parce que tu es méchant et tu ne mérites pas du tout cette popularité. Tu devrais juste quitter cette école. J'aurais aimé que ton père n'ait jamais été promu. Comme ça, je ne t'aurais jamais rencontré. »« Pourquoi tu me détestes de la sorte ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Michael n'a rien dit. Il a juste tourné les talons et est parti. C'était une bonne chose qu'il soit parti. J'étais si furieux que j'aurais pu le frapper. Sur le chemin du retour à la maison, je réfléchissais à si je devais dire ou non à mes parents ce que j'avais fait à Michael. Ça les aurait sûrement rassurés de savoir que mon père n'avait pas été viré parce qu'il avait fait un mauvais travail. Cependant, il allait découvrir que tout était de ma faute. Si je ne m'étais pas fait un ennemi sans réfléchir, mon père aurait toujours eu son travail. J'en ai conclu que je devais arrêter l'école ou un truc du genre pour me trouver un job. Je savais que c'était une tentative désespérée, mais j'allais le faire. Dans le bus pour rentrer, j'ai commencé à m'organiser pour trouver un travail. Je pouvais bosser dans un restaurant ou alors dans une supérette. Je gagnerais un peu d'argent, mais ça serait déjà ça. Tout à coup, je fus sorti de mes pensées quand j'ai remarqué un homme en costume de travail qui se tenait dans mon champ de vision. J'étais assis sur un siège et il n'avait aucune place de libre. Je me suis levé et j'ai tapoté l'épaule du monsieur. « Là, vous pouvez prendre ma place, » ai-je dit. L'homme m'a souri, reconnaissant, puis s'est enfoncé dans le siège, évidemment épuisé. « Merci, garçon. » Il a pris une pause puis m'a regardé. « Comment tu t'appelles ?»« Johnny. »« Enchanté, Johnny. Tu peux m'appeler Ben. » Nous n'avons pas parlé pendant quelques minutes avant de lui demander quel était son travail. Je me disais que je pouvais peut-être trouver une idée pour mon avenir. « Je suis l'hôte d'un show télévisé, » a-t-il répondu. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. « Waouh, comme un jeu où on peut gagner de l'argent ou un truc du genre ? Ouais. Monsieur, j'aimerais pouvoir y participer. Mon père vient de perdre son travail et je veux trouver un travail pour l'aider, mais je sais que ça ne fonctionnerait pas tant que ça. Je suis assez anxieux. » Ben a souri. « Tu sais quoi ? Pourquoi ne viendrais-tu pas sur mon plateau télé ? Tu es un gars assez beau. Le public va t'adorer. » Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. « Attendez, vous êtes sérieux ? » Bien évidemment. Le bus s'est mis à ralentir et Ben s'est levé. « C'est mon arrêt. Mais tiens, appelle ce numéro. » Il m'a tendu une carte de visite et nous conviendrons d'une date ensemble. Je ne me croyais pas aussi chanceux. « Merci beaucoup. » Ce n'est rien. Ben a souri et il est descendu du bus. Ce soir-là, j'ai raconté ma rencontre avec Ben à mes parents. Et nous l'avons immédiatement appelé pour trouver un moment où l'on pourrait tourner un jeu télévisé. Nous avons convenu d'une date une semaine plus tard. J'étais tellement impatient. J'ai commencé à étudier de la culture générale tous les soirs. Mes parents m'ont aussi aidé et ils m'interrogeaient beaucoup. J'étais de base un enfant plutôt intelligent, alors ce n'était pas trop difficile. Nous avons découvert que le plus gros lot du jeu était un prix d'1 million $. Mais on ne visait pas celui-là, parce qu'on savait que ce serait très difficile. À la place, notre objectif était un lot plus petit, avec de plus grandes chances de réussite. Une semaine est passée assez rapidement et il était déjà temps que j'apparaisse à la télé. Nous avons roulé jusqu'au lieu de tournage où j'ai été préparé avec un costume et une cravate et en un laps de temps, je me retrouvais à la télévision, en direct, assis face à Ben. « Ouais ?» a demandé Ben. J'ai acquiescé. La première question était « Quel animal possède 3 cœurs ?» C'était une question à choix multiple avec 4 réponses possibles. Lama, pieuvre, calamar, singe. Pieuvre, ai-je répondu. Le buzzer a retenti, dévoilant que j'avais répondu juste et ainsi j'ai remporté 5 000 $. Les questions semblaient passer à toute vitesse. Et avec chaque réponse correcte, je me rendais compte que je m'approchais du $1 million de récompense. J'étais stupéfait. Comment avais-je réussi à répondre à toutes ces questions correctement? Je ne pouvais pas y croire. Ben a souri et m'a proposé la question finale. Pour cette question, tu dois répondre soit par oui, soit par non. Tu as compris? J'ai hoché la tête. Ok, a dit Ben. Sydney était la capitale de l'Australie. J'ai hésité. Ma réponse intuitive aurait été oui,
mais je me suis demandé si ce n'était pas trop simple. Ce devait être une question piège ou un truc du genre. Alors sans vraiment savoir si j'avais raison ou non, j'ai répondu non. Ben a souri à nouveau et alors la lumière dorée a illuminé tous les buzzers. J'avais gagné. Je ne pouvais pas y croire. Mes parents ont couru sur la scène et nous avons sauté de joie. On l'avait fait. Nous l'avions vraiment fait. Nous avons célébré notre victoire comme des rois et des reines tout le reste de la semaine. J'ai donné beaucoup d'argent à ma famille et à mes amis, mais j'ai mis de côté la majorité de cet argent. Mes amis étaient si heureux pour moi. Je me sentais si bien quand je marchais dans le couloir, en sachant que Michael savait que j'étais devenu millionnaire. Ma vengeance était si douce. J'ai fini par raconter à mon père ce qui s'était passé avec Michael, alors il est directement allé voir son patron pour lui demander de reconsidérer son licenciement. Il s'est avéré que son patron l'avait viré car Michael avait raconté que mon père avait trompé sa femme et qu'il était un ancien criminel. Pendant un temps, les choses se passaient bien. J'adorais être millionnaire. Certainement que j'étais à mon apogée. Mais hélas, comme toutes les bonnes choses, ça avait une fin. J'étais à la maison lorsque j'ai reçu un appel de Ben. Il m'a dit que je devais aller sur le plateau de tournage immédiatement. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors j'y suis allé avec mon père. Quand on est arrivé, nous avons remarqué que le plateau était préparé pour un autre tournage. Ben était là. Il nous a tout expliqué et le monde s'est effondré. Il m'a dit que je devais répondre à la dernière question une nouvelle fois parce que par accident, il avait lu la mauvaise question sur les cartes. Ainsi, ma victoire ne comptait pas réellement. Je n'arrivais pas à y croire. Je pouvais perdre tout mon argent. Je pensais que je n'avais pas le choix. Alors j'ai accepté et je me suis assis sur la chaise. Ben a sorti une carte et s'est éclairci la voix. Ensuite, il a lu. Ceci est une question à trous. Tu comprends? J'ai hoché la tête. D'accord, a dit Ben. Complète le dicton populaire. Ce qui ne nous rend plus fort. Quel est le mot manquant? J'ai souri. Mon père me le disait tout le temps. Mange, ai-je répondu. Le visage de Ben s'est décomposé. Il a secoué la tête. C'est faux. J'ai senti mon estomac se retourner. Je me suis retourné vers mon père, qui était assis sur une chaise du public qui était vide. Mais tu me dis toujours que ce qui ne nous mange pas nous rend plus forts? Mon père s'est gratté la tête d'un air confus. Je pensais que c'était juste. La bonne réponse est « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », a dit Ben. Je suis désolé, Johnny. Tu as tout perdu. J'avais envie de pleurer. J'ai pris mon visage entre mes mains quand soudainement une alarme s'est mise à sonner. Puis Michael est apparu derrière les rideaux. « Ah, tu as été piégé, Johnny !» a crié Michael. Bien évidemment que cette dernière question n'était pas un accident. Tu étais piégé. Il s'était moqué de moi. J'étais sans voix. Alors, l'argent est-il toujours à moi? Ben a souri. Bien sûr, Johnny. Je suis désolé pour tout ça. Michael m'a engagé pour cette blague. Je suis vraiment désolé. Michael riait de mon visage choqué. Et nous avons tout filmé, a-t-il dit en pointant les caméras. J'étais toujours sans voix et j'ai regardé en direction de mon père qui était lui aussi sans voix. J'étais heureux de savoir que l'argent était toujours le mien. Mais bon sang, Michael était un gars bizarre. Finalement, on y était, notre dernier jour d'école. Samantha était ma meilleure amie. Nous étions amis depuis notre premier jour à l'école quand nous avions 5 ans. Ce serait étrange de ne pas la voir tous les jours, mais Samantha commençait un emploi dans notre épicerie locale et j'étais sur le point de démarrer ma propre entreprise. Mais l'impensable s'est produit et je me suis retrouvée dans le coma. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires choquantes. Je me souviens de mon premier jour à l'école. J'étais tellement nerveuse en disant au revoir à maman aux portes de l'école. Au revoir chérie, passe une belle journée. J'ai trouvé ma classe et je me suis assise à côté d'une fille aux cheveux blonds. Je suis Tina, comment t'appelles-tu? Lui ai-je demandé. Samantha, a-t-elle répondu. Nous étions devenus meilleurs amis. À partir de ce moment-là, nous avons tout fait ensemble. Nous nous sommes dit tous nos secrets, pour qui nous avions un crutch, etc. Parfois, nous aimions toutes les deux le même garçon. Mais nous ne nous sommes jamais disputés. Nous étions toutes les deux heureuses chaque fois que quelque chose de bien arrivait à l'autre. Comme la fois où nous voulions toutes les deux le rôle principal dans la production scolaire de Cendrillon. Le chef du département de théâtre a dit à tout le monde que la liste des acteurs serait sur le tableau d'affichage après l'école. Samantha et moi avons rejoint la foule rassemblée devant le panneau d'affichage. Félicitations Tina, a dit Carl, tu as eu le rôle principal et je suis le prince charmant. J'étais si heureuse, je me suis retournée pour regarder Samantha. Au début j'ai pensé qu'elle avait l'air en colère, mais elle m'a souri. Je suis si contente pour toi. Quand nous étions en dernière année de lycée, j'ai dit à Samantha ce que je voulais faire quand je quitterais l'école. Je voulais ouvrir ma propre entreprise. Je travaillais sur une nouvelle invention depuis environ 6 mois et finalement, elle commençait à décoller. J'avais loué un entrepôt et j'avais fabriqué mon prototype. Je me sentais tellement fière de ma nouvelle entreprise. Vous vous
demandez probablement quel était mon boulot et quand vous en entendrez parler, vous allez probablement rire. J'avais inventé une chaussure en forme de pizza. Tous les soirs après l'école, j'allais à l'entrepôt et travaillais à la production. Quand Samantha et moi sommes sortis des portes de l'école pour la dernière fois, je t'appellerai quand je rentrerai à la maison, Samantha. Je vais à l'entrepôt. D'accord, a dit Samantha. Alors qu'elle partait en courant pour prendre le bus, j'ai travaillé sur ma chaussure en forme de pizza pendant quelques heures. J'en étais tellement contente. C'était exactement ce que j'avais imaginé. J'ai grimpé l'échelle pour la ranger en toute sécurité et en atteignant le sommet, je me suis soudainement sentie étourdie. Tout est devenu noir et je suis tombée de l'échelle, me cognant la tête contre le sol. C'est comme ça que j'ai fini à l'hôpital, dans le coma. Pendant 3 ans, bien sûr, je n'en savais rien. Ma pauvre famille a pris le relais, à tour de rôle. Ils ne m'ont jamais laissée seule. Quelqu'un était toujours à mon chevet, au cas où je me réveillerais. Je pouvais entendre des voix autour de moi. J'entendais aussi des bips de machines. J'ai ouvert les yeux. La lumière était si brillante qu'elle m'a éblouie. Docteur, Tina se réveille. J'ai reconnu la voix. C'était ma maman qui parlait. Je l'ai regardée et souri. C'est là que maman m'a tout raconté. J'étais dans le coma depuis 3 ans. Maman m'a raconté comment ils étaient allés à l'entrepôt à ma recherche. Quand je ne rentrais pas à la maison, ils m'avaient trouvée allongée sur le sol. J'étais inconsciente. Ils m'ont amenée à l'hôpital. Les médecins les avaient prévenus que je ne me réveillerais peut-être jamais. Mais ils n'ont jamais renoncé à espérer un miracle. Je n'arrivais pas à le croire. Mais qu'en est-il de mon entreprise? Je venais juste de commencer. Maman m'a dit que je n'avais rien à craindre. En fait, j'avais beaucoup de raisons d'être heureuse. Pendant que j'étais dans le coma, maman et papa avaient continué mon idée d'entreprise. C'était un énorme succès. Tout le monde portait mes chaussures en forme de pizza. Ils avaient mis tout l'argent sur mon compte bancaire pour moi et maintenant, j'étais très riche. Finalement, j'ai pu quitter l'hôpital. J'avais hâte de me rendre au travail. Mais les médecins m'avaient dit que je ne pouvais pas me précipiter dans quoi que ce soit. J'avais encore besoin de me reposer. C'est environ 3 semaines plus tard que j'ai finalement repris la direction de l'entreprise, de maman et papa. Au début, tout allait bien, puis les choses ont commencé à mal tourner. Je ne pouvais pas le comprendre. Je dirigeais les choses exactement comme maman et papa l'avaient fait, mais nous perdions de l'argent. Mais ensuite, ça a empiré de plus en plus. Les ventes chutaient et je savais que si les choses ne changeaient pas rapidement, l'entreprise ferait faillite. Ça n'avait aucun sens. Qu'est-ce que je faisais de mal? J'ai demandé à papa et maman de me rencontrer à l'entrepôt. Pour le bien de l'entreprise, je dois démissionner, leur ai-je dit. Pouvez-vous reprendre la direction de l'entreprise, s'il vous plaît? Bien sûr, a dit maman. Et tu auras un petit pourcentage des bénéfices, a dit papa, assez pour que tu puisses en vivre. J'ai trouvé une petite maison. C'était tout ce que je pouvais me permettre avec l'argent que je recevais de l'entreprise. La maison était délabrée et ce n'était pas dans un très beau quartier. Mais ça irait. Je ne quittais tout simplement pas la maison le soir. Ce n'était pas un endroit sûr pour une fille de sortir la nuit seule. Des mendiants bordaient les rues et des sans-abri dormaient sous les porches de porte. C'était en fait assez déprimant. Je me suis assise à regarder la télévision un soir quand mon téléphone a bipé. C'était un message de Samantha. Je ne l'avais pas revue depuis que j'avais arrêté de travailler dans mon entreprise. Chaque fois qu'elle me proposait de me rencontrer, je réussissais à trouver une excuse. Je lui disais que j'étais occupée ou que je ne me sentais pas très bien. Ce message était le même que tous les autres. Elle voulait venir me voir, mais je ne pouvais pas la laisser voir comment je vivais. J'avais tellement honte. J'ai ignoré son message, mais elle a commencé à m'appeler. Je savais que je ne pourrais pas la repousser pour toujours. Finalement, j'ai répondu à son appel. Tina, enfin! J'essaie de te contacter depuis des lustres, a dit Samantha. Je viens te voir. J'ai donné l'adresse à Samantha et je lui ai dit de venir. Environ 30 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et j'ai vu Samantha se tenir là. Entre. Samantha entra et regarda autour d'elle avec étonnement. « Pourquoi vis-tu comme ça ?» a-t-elle demandé. « Tu as une énorme entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. » J'ai expliqué à Samantha que j'avais démissionné de mon entreprise. Je lui ai raconté comment, depuis que j'avais pris la direction, tout s'était dégradé. Elle m'a regardé tristement. « J'ai une confidence à te faire, Tina. » a dit Samantha. Je ne voulais rien dire parce que je sais que tu es proche de ta maman et de ton papa. Mais maintenant que je vois comment tu vis, je dois te le dire. Quand tu dirigeais l'entreprise, tes parents faisaient exprès de saboter les ventes. Ils voulaient que l'entreprise leur revienne. Cela pourrait-il être vrai? Mes parents me feraient-ils vraiment ça? Mais il n'y avait pas d'autre explication. Je savais ce que j'avais à faire. Je voulais me venger et je savais exactement comment j'allais faire. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que pendant que je travaillais sur mon entreprise de chaussures en forme de pizza, je travaillais également sur une autre idée d'entreprise. J'allais me développer dans des chaussures en forme de fruits. J'affronterais mes parents avec une entreprise rivale. J'ai commencé à travailler sur ma nouvelle ligne. Des chaussures en forme de banane. Des chaussures en forme de pomme et d'orange aussi. J'ai trouvé un nouvel entrepôt de l'autre côté de la ville et j'ai ouvert ma nouvelle entreprise. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le monde porte mes nouvelles chaussures en forme de fruits. Personne ne voulait de chaussures en forme de pizza à présent. Les chaussures de fruits étaient la dernière tendance.
Je savais que j'avais ruiné l'entreprise de mes parents, mais ils le méritaient. J'ai réussi à nouveau et j'avais une personne à remercier pour cela. Ma meilleure amie, Samantha. Si elle ne m'avait pas dit la vérité, je n'aurais pas ouvert ma nouvelle entreprise. J'ai décidé de l'emmener dîner et lui ai demandé de me rencontrer pour le dîner ce soir-là. Samantha était assise à une table. Pour quelle occasion a-t-elle demandé pendant que je m'asseyais à côté d'elle? Je voulais t'offrir un dîner pour te remercier. Je n'aurais jamais ouvert une autre entreprise. Aujourd'hui, j'ai encore plus de succès qu'avant et mes parents en payent le prix. Samantha m'a souri. Oh, les amis sont faits pour ça, a-t-elle dit. Je me suis sentie tellement chanceuse d'avoir Samantha comme amie. Je savais qu'elle ferait n'importe quoi pour moi. Le lendemain, j'étais dans mon bureau lorsque mon téléphone a sonné. J'ai regardé pour voir de qui il s'agissait. C'était papa qui m'appelait. J'ai répondu à l'appel et j'ai écouté pendant que papa me disait à quel point maman et lui étaient inquiets. Il m'a dit que l'entreprise allait vraiment mal, que leurs ventes avaient chuté et baissé au cours des dernières semaines. Mais ensuite, je me suis souvenue de ce qu'il m'avait fait. Tina, nous n'avons pas les moyens de te payer du tout ce mois-ci. Notre nouveau concurrent a anéanti notre activité. Nous gagnons à peine assez d'argent pour survivre. Papa ne savait pas qui c'était sa propriété, qui possédait sa société rivale, qu'il était au téléphone avec son concurrent. C'est pas grave, papa, je comprends. ai-je dit. Quand j'ai posé le téléphone, j'ai ri de moi-même. Qui se soucie si je ne reçois pas d'argent de mes parents? J'avais ma propre entreprise prospère maintenant. Quelques jours plus tard, j'étais dans mon entrepôt à travailler sur un autre design de chaussures de fruits. Lorsque mon assistant est venu et a frappé à la porte de mon bureau. « Il y a quelqu'un qui veut te voir », a-t-elle dit. « Ok, fais-les rentrer », ai-je répondu. J'ai levé les yeux et j'ai été choquée de voir mes parents se tenir dans l'embrasure de la porte. Mais ils avaient l'air encore plus choqués. « Qu'est-ce que tu fais là, Tina ?» a demandé maman. « Ne me dis pas que tu as un travail chez notre concurrent. »« Non, ai-je dit, je ne travaille pas pour votre concurrent. Je suis votre concurrent. »« De quoi tu parles ?» a demandé papa. « Pourquoi ouvrirais-tu une entreprise pour rivaliser avec tes propres parents ?»« Je pense que nous devons avoir une discussion. » ai-je répondu. « Asseyez-vous et je vais tout vous expliquer. » Je leur ai dit que je savais tout sur leur tentative de saboter mon entreprise lorsque je la dirigeais. J'ai pensé qu'ils le nieraient, mais au lieu de cela, ils ont admis ce qu'ils avaient fait. Nous n'avons fait cela que parce que nous avons reçu un renseignement anonyme indiquant que tu envisageais de nous expulser de l'entreprise, a dit papa. Mais je n'aurais jamais fait ça, ai-je dit. Si ce n'était pas pour vous deux, je n'aurais même pas d'entreprise. Tu dois nous croire, a dit maman. Écoute, j'ai toujours le message, je vais te montrer. Maman a ouvert son téléphone et m'a montré le message. C'était vrai, quelqu'un avait envoyé un faux message en leur disant que j'avais l'intention de les congédier. Mais qui ferait ça? J'ai regardé le numéro à partir duquel le message avait été envoyé et mon cœur s'est glacé. Je sais à qui est le numéro, ai-je dit. C'est Samantha qui vous a envoyé le message. Pourquoi Samantha ferait-elle une telle chose? J'étais tellement bouleversée et en colère. Je dois aller parler à Samantha, leur ai-je dit. J'ai besoin de réponses. Je suis allée directement chez Samantha. Quand je suis arrivée, j'ai frappé à la porte et quelques secondes plus tard, Samantha l'a ouverte. « Salut Tina, entre !» a-t-elle dit. Je la suivis dans le salon et je me suis assise. Je tremblais, tellement que je pouvais à peine sortir les mots de ma bouche. « Je ne peux pas croire que tu m'as fait ça. » Samantha m'a regardée. Elle s'est rendue compte sur mon visage que je savais tout. « Pourquoi voudrais-tu détruire ma vie ?» Parce que tu as tout. Tu avais les garçons que j'aimais. Tu avais de meilleures notes que moi. Tu as ta propre entreprise. Tu ne fais que travailler 8 heures par jour dans un travail minable. Je voulais juste que tu saches ce que ça fait d'échouer. Juste pour une fois dans ta vie. J'avais pensé qu'elle voulait le meilleur pour moi. Eh bien, j'avais tort. Je suppose que les liens du sang sont vraiment les plus forts. Lorsque j'ai obtenu un poste comme assistante de Laura, je pensais que c'était pour la vie. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé être enfermée comme une prisonnière à Azkaban. Bonjour, je m'appelle Jolene. Ma vie a changé radicalement il y a environ 3 mois. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Si vous le faites, vous gagnerez $1 million dans les 7 prochains jours. Ça marche vraiment! Je cherchais un emploi dans les petites annonces assises sur mon lit dans mon petit appartement lorsque les mots « assistant personnel recherché » ont attiré mon attention. Ai-je marmonné pour moi-même en lisant attentivement l'annonce. Besoin d'une assistante personnelle féminine, 25 ans, 1,5 m, mince, cheveux noirs courts et ondulés qui se fait appeler Rebecca. Rémunération mensuelle de $5 000 plus prime. Appelez le 555-7625 pour plus d'informations. Mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai réalisé la somme d'argent qui serait versée. Eh bien, je ne m'appelle pas Rebecca, mais j'en ai le look. J'ai pris mon téléphone qui était à côté de moi et j'ai appelé le numéro. La personne à l'autre bout m'a donné l'adresse ainsi que l'heure de mon entretien qui était prévu pour le lendemain. Je suis arrivée à l'adresse en taxi et à ma grande surprise, ce n'était pas un bureau ordinaire comme je m'y attendais. C'était un manoir. J'ai sauté du taxi et j'ai appuyé nerveusement sur l'interphone. « Bonjour, bonjour !» ai-je dit de ma meilleure voix de service à la clientèle. « Je m'appelle Rebecca Miller et je suis ici pour l'entretien d'embauche. » J'ai attendu quelques secondes. La seule réponse a été l'ouverture des énormes portes qui semblaient fermer le manoir au reste du monde. Je me suis approchée de la porte d'entrée et j'ai appuyé sur la sonnette. La porte est ouverte par un homme âgé, mince, au visage solennel, vêtu d'un uniforme de majordome.
Bon après-midi, ai-je dit poliment en tendant la main. L'homme a ignoré ma main que j'ai de nouveau placée à mes côtés et a dit « Suivez-moi ». A attendu que j'entre avant de fermer la porte derrière nous. Il a marché d'un pas vif et j'ai suivi en silence. Tout ce que nous avons passé m'a semblé flou. J'essayais d'avoir un aperçu de tout quand je suis tombée sur quelqu'un. « Excusez-moi » ai-je dit gênée. La dame en tenue de femme de chambre s'est contentée de sourire et de hocher la tête en vaquant à ses occupations. Nous sommes arrivés devant d'immenses portes en ivoire et nous nous sommes arrêtés. L'homme a frappé 2 fois, a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. J'ai souri et je suis entrée dans la pièce. Il a fermé la porte derrière moi. En avançant dans la pièce, j'ai remarqué qu'une femme mince, aux grands yeux bleus et aux cheveux blonds ondulés, était assise derrière le bureau. Je me suis approchée et elle m'a accueillie avec un sourire. « Salut Rebecca, assieds-toi, je m'appelle Laura Hamilton. » Nous avons parlé pendant quelques minutes. Elle n'a pas demandé à voir mon CV, ni même ma carte d'identité. J'ai eu de la chance. « Alors, quand peux-tu commencer ?» a demandé Laura. Mes yeux se sont illuminés. « J'ai eu le job !» Je l'ai célébré dans ma tête, mais j'ai répondu calmement. « Je peux commencer aujourd'hui si nécessaire. »« Super, commençons !» a dit Laura. Les 3 mois suivants ont été incroyables. J'ai programmé les rendez-vous de Laura et l'ai aidée à organiser ses dîners. Nous avons déjeuné et dîné dans les meilleurs restaurants. Elle m'a même emmené faire du shopping et m'a acheté une nouvelle voiture. « Alors Rebecca ?» a demandé Laura un soir, où nous dînions au restaurant. « Et tes parents? Tes frères et sœurs ?» J'ai dégluti et répondu « Mes parents voyagent beaucoup pour le travail et je suis fille unique. » J'ai bu un peu de vin et j'ai continué. « Est-ce que vous et monsieur Hamilton avez des enfants ?» Le visage de Laura était vide alors qu'elle répondait d'une voix lointaine. « Mon mari s'est perdu en mer, et ma fille. » C'est alors que le serveur s'est approché de notre table. « Avez-vous besoin de quelque chose, mesdames ?» L'expression du visage vide de Laura s'est estompée et elle a retrouvé sa jovialité habituelle en discutant avec le serveur. Lorsque le serveur est parti, Laura a tourné son attention vers moi. « Je dois me rendre à un voyage d'affaires demain et je me demandais si tu voulais m'accompagner. »« J'adorerais !» Je me suis exclamée. « Super, nous passerons chez toi pour que tu puisses prendre ton passeport et tout ce dont tu as besoin pour le voyage. » Mon esprit s'est arrêté. Mon passeport ? Mon passeport portait le nom de Jolene Miller, pas Rebecca Miller. J'ai englouti le reste de mon vin et je me suis demandé comment j'allais me sortir de cette situation. Après le dîner, comme prévu, Alex, le chauffeur de Laura, nous a conduits chez moi et j'ai rassemblé mes affaires. Que vais-je faire maintenant? C'est fini. Jolene, tu ferais mieux d'avouer le plus tôt possible, me suis-je marmonné en faisant mon sac. Après avoir fait mes valises et sécurisé mon petit appartement, je suis retournée à la voiture et j'ai réfléchi à l'opportunité de dire à Laura le mensonge que j'avais inventé pour obtenir le poste. J'ai décidé que ce soir, j'allais faire de mon mieux et laisser demain se débrouiller tout seul. Dès que nous sommes arrivés chez Laura, celle-ci s'est excusée. J'ai quelque chose à finir d'organiser pour notre voyage de demain, mais laisse-moi te montrer ta chambre. J'ai envoyé tout le personnel à la maison pour des petites vacances puisque je ne serai pas là pour les prochains jours. Ma chambre, comme tout le reste de la maison de Laura, était très glamour. Du grand lit à baldaquin aux œuvres d'art coûteuses qui recouvraient les murs. Je me suis assise sur le lit et j'ai réfléchi à mon dilemme et je me suis vite endormie. J'ai ouvert les yeux lentement et j'ai soupiré. Eh bien, Jolene, c'est aujourd'hui le grand jour. Il est temps de dire adieu à ton nouveau travail. Quelque chose était différent. J'ai regardé lentement autour de moi, puis je me suis assise. Où suis-je, bon sang? J'ai essayé de descendre du lit, mais j'ai dégringolé maladroitement car mon pied était enchaîné au montant du lit. Ce n'était pas la chambre glamour dans laquelle je me suis endormie. Mon cœur s'est arrêté et mon sang s'est refroidi. Où était Laura? Qu'est-ce qui se passait? Et je criais en tirant sur la chaîne. J'ai crié à l'aide pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais personne n'est venu. Je me suis assise dans le lit et j'ai pleuré. J'ai dû m'endormir, car à mon réveil, il y avait un plateau avec des sandwichs, une tasse de jus de fruits et une note écrite par Laura. « Chère Rebecca, merci d'être venue à la maison. Je ne t'ai pas vue depuis si longtemps. Je sais que la dernière fois qu'on s'est vu, on a eu une grosse dispute. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Je t'ai enchaînée au lit dans le sous-sol parce que je veux juste te garder en sécurité, où je peux garder un œil sur toi. Je ne veux plus jamais te perdre. Je t'aime. Maman. » Ce n'est pas ce qui se passe. Je me suis répétée en tirant sur mes cheveux. Laura, mon nom est Jolene, pas Rebecca. Laisse-moi sortir d'ici. Et je criais à plein poumon. Si le personnel est vraiment rentré chez moi, alors il n'y avait plus personne dans ce grand domaine qui pouvait m'entendre. Je me suis assise et j'ai boudé. La chaîne était attachée au montant du lit. Puis j'ai eu l'idée brillante. Il me suffisait de donner un coup de pied dans le montant du lit et la chaîne tomberait. J'ai donné des coups de pied, poussé, tiré sur le montant du lit comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. Je n'allais pas être retenue en captivité par une psychopathe. Finalement, le montant du lit s'est détaché et j'ai pu me déplacer. Mes bras et mes jambes me faisaient mal, mais au moins j'étais libre. J'ai remarqué qu'il y avait une petite fenêtre vers le haut du sous-sol. Il y avait une table et quelques boîtes dans le coin. Peut-être que je pourrais me faufiler par la fenêtre et m'échapper. Il faisait déjà sombre. La lumière de la lune éclairait les créatures nocturnes qui couraient sur le sol du sous-sol. J'aimerais que le sous-sol soit aussi glamour que le reste de la maison. Ai-je haleté en traînant la table sur le sol et en empilant les boîtes dessus? J'ai grimpé avec précaution jusqu'au sommet de la pile de fortune, mais mon cœur s'est brisé
lorsque j'ai réalisé que la fenêtre avait des barres d'acier solides. Il n'y avait aucune chance que je puisse les détacher. Salut Becky! J'ai trébuché sur la pile et je me suis écrasée au sol. Je ne suis pas Becky! Mon nom est Jolene! J'ai regardé frénétiquement autour de la pièce et j'ai remarqué 4 caméras, chacune placée solidement aux 4 coins de la pièce. C'est comme ça que tu t'es échappée la dernière fois, chérie. Alors j'ai fait en sorte de sécuriser la fenêtre cette fois-ci, a dit gentiment Laura. La dernière fois, je me suis gratté la tête incrédule en me parlant à moi-même. Puis ça m'a frappé. Laura avait déjà fait ça avant. L'annonce pour un assistant personnel était extrêmement précise jusqu'au nom de la personne. Mais je n'ai jamais demandé pourquoi elle voulait que la personne s'appelle Rebecca. Qui était Rebecca? J'ai fait les 100 pas dans la pièce en essayant de trouver un moyen de m'échapper. J'ai cherché des passages secrets, une clé qui aurait pu être laissée derrière. J'ai même couru et défoncé la porte, en espérant qu'elle bougerait. Eh bien, ça ne s'est pas très bien passé non plus. La seule chose que j'ai eue, c'est une épaule meurtrie. Ce sous-sol a été ma maison pour les 7 jours suivants jusqu'à ce qu'une chose vraiment bizarre se produise. Pendant mon sommeil, j'ai senti quelqu'un placer sa main sur ma bouche avant de la recouvrir rapidement de ruban adhésif. La personne était habillée tout en noir et portait un masque noir. Je me suis battue contre l'intrus. J'ai réussi à le faire tomber au sol et j'ai couru. Mes jambes étaient comme de la gelée quand j'ai enlevé le ruban adhésif de ma bouche. Je ressemblais à Marley, l'associé de Scrooge, dans le conte de Noël, alors que la chaîne qui était toujours attachée à mon pied traînait derrière moi. J'ai essayé toutes les portes et toutes les fenêtres que j'ai trouvées, mais elles étaient toutes fermées. J'avais besoin de m'échapper. Je sentais les murs se refermer autour de moi. Soudain, c'est devenu noir. Quelqu'un avait jeté un sac noir sur ma tête et m'avait jeté par-dessus son épaule. Comment une fille peut être si malchanceuse? D'abord j'ai été retenue en captivité et maintenant j'ai été kidnappée, mais pourquoi? Cette personne était beaucoup plus forte que celle avec qui je me suis battue dans le sous-sol. La personne s'est déplacée rapidement et bientôt je pouvais sentir la brise froide de la nuit sur mes jambes exposées. Où m'emmenez-vous? J'ai entendu une porte s'ouvrir et j'ai été jetée sur le siège arrière. Le crissement des pneus m'a alerté que nous étions maintenant en mouvement. J'ai attendu ce qui m'a semblé être une éternité avant que le véhicule ne s'arrête. J'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai commencé à frapper et à crier une fois de plus. « Hé !» a dit une voix de femme. « Nous sommes ici pour t'aider !» J'étais un peu confuse au début, mais je me suis assise et je l'ai laissé enlever le sac de ma tête. « Toi ?» Et je dis beaucoup plus fort que je ne le voulais. C'est la même femme de chambre que j'ai croisée le jour de l'entretien avec Laura. « Bonjour, je suis Angela, et voici mon partenaire. » Elle a fait signe à l'homme qui arrivait autour du van. « Jeff Hamilton? Quoi? Ou Des mots incohérents sont sortis de ma bouche, j'étais si confuse. « Laura a dit que tu étais morte !» Et je dis en regardant Jeff. « Eh bien, je peux t'assurer que je ne le suis pas. »« Mais pourquoi ?» Et je demandais avec une expression perplexe sur mon visage en regardant Jeff et Angela pour trouver des réponses. « Eh bien, dit Jeff en se grattant la tête, mon mariage avec Laura était arrangé. Elle était toujours si sévère et tendue, elle voulait que tout soit fait à sa façon. Elle était autoritaire et me maltraitait, ainsi que le personnel. Je me suis toujours sentie coincée dans ce mariage. Je voulais partir. Donc, quand la tempête a éclaté ce jour-là et que nous étions sur le yacht, je me suis échappée. Mon corps n'a jamais été retrouvé, alors tout le monde a supposé que j'étais mort. Quelques mois après mon horrible accident, j'ai rencontré Angela. Je me suis confiée à elle et depuis, nous sommes inséparables. Jeff a fait un clin d'œil à Angela et elle a rougi. J'ai regardé Jeff et j'ai haussé les sourcils. « Mais qui est Rebecca ?» J'ai vu la douleur rougir le visage de Jeff. Il a plongé dans sa poche et on a sorti son portefeuille et a pris une photo et me l'a tendue. « Voici Rebecca, notre fille, » a dit Jeff doucement. Ma mâchoire s'est ouverte. J'avais l'impression de regarder une photo de moi. Que s'est-il passé? Ai-je demandé en rendant à Jeff sa photo? Je l'ai regardé le mettre dans son portefeuille puis dans sa poche. Rebecca est morte dans un accident de voiture, il y a environ 6 mois. C'est étouffé, Jeff. Angela a placé sa main autour de ses épaules et l'a réconforté. Jeff a continué quand il était plus calme. Je suis désolée que tu aies été mêlée à tout ça. Tu n'es pas la première personne à qui Laura a fait ça. Mes yeux se sont agrandis et j'ai senti mon estomac se nouer lorsque Jeff m'a parlé des 3 autres filles qu'il a dû sauver des griffes de Laura. Nous, a-t-il dit en désignant Angela et lui-même, avons essayé d'obtenir pour Laura l'aide dont elle a besoin, mais elle a refusé. Elle a toujours été têtue. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ai-je dit à moitié à voix haute, me demandant si je rêvais et si j'allais bientôt me réveiller. Ce n'est pas sûr pour toi de rentrer à la maison, a dit rapidement Angela. Elle a ouvert la porte avant du véhicule et dans ses mains se trouvaient une clé et des vêtements. Et m'a dit, dépêche-toi, nous avons un avion privé qui vous attend. Mais tu dois te dépêcher, tu ne peux pas retourner à ton appartement au cas où Laura se montrerait. Jeff a ajouté, je t'en supplie, ne parle de cela à personne. Laura n'a pas besoin d'aller en prison, elle a besoin de se faire aider. Je suis prêt à te donner 10 millions de dollars pour disparaître et changer d'identité. Maintenant, habille-toi vite. Le temps joue contre nous. Jeff a fermé la porte du véhicule et je me suis retrouvée seule avec mes pensées. Alors que je déverrouillais la chaîne de ma jambe et que j'enfilais les vêtements qu'on m'avait donnés, j'ai réfléchi à mes choix. Je pourrais prendre 10 millions de dollars, m'enfuir en laissant mes parents et mon ancienne vie derrière moi, tout en espérant que le prochain assistant personnel s'en sorte vivant, ou je pourrais aller à la police et faire un rapport. S'il vous plaît, téléspectateurs, aidez-moi à prendre une décision. Laissez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Tous les jours, je me réveille, me brosse les dents et je vais au travail avant l'arrivée des clients. Je travaille dans cette grande salle de gym connue en plein cœur de la ville. Les gens aimaient faire du sport avant d'aller au taf. C'était donc assez rempli le matin.
Je devais être là-bas tôt pour faire mon taf d'entraîneur personnel. Mais je n'y travaille plus. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime juste en dessous. Merci. Durant ce jour particulier, j'ai remarqué une nouvelle cliente. Je ne l'avais jamais vue avant. Alors je connaissais tout le monde dans la salle. Cette femme me regardait. Elle me dévisageait. Elle avait un entraîneur différent, mais j'ai remarqué qu'elle me regardait quand elle s'entraînait avec lui, alors que j'étais occupé avec un autre client. Après environ 1 heure, elle était toujours là. J'imagine qu'elle n'avait pas de boulot, car la plupart des gens qui commençaient tôt étaient déjà partis. Mon chef est venu me voir alors que j'allais nettoyer les serviettes et m'a dit que j'avais une nouvelle cliente. Je me demande bien qui ça peut bien être, je me suis dit, avant que mon chef m'amène vers la femme qui me regardait depuis 1 heure. « Bonjour, je m'appelle Véronica. » Elle a dit d'une voix douce, qui je suppose était faite pour draguer. De cœur, je me suis présenté, tout en lui serrant la main. Véronica voulait que je l'entraîne dans tous les domaines. Elle voulait travailler chaque groupe de son muscle. Je lui ai alors dit comment je travaillais. On allait sur différentes machines et je lui ai demandé de faire 1 ou 2 essais. Mais elle insistait pour que je m'entraîne à sa place pendant qu'elle regarde. Je n'étais pas à l'aise, mais elle ne m'écoutait pas. On a couru un moment, puis elle a voulu faire des squats. Je lui ai dit que sa position était parfaite, mais elle insistait pour que je la corrige et que je lui montre comment elle devait le faire. J'ai esquivé et je lui ai proposé de faire un autre exercice. Cet entraînement a duré plusieurs semaines. Elle a commencé à se sentir à l'aise. Parfois, elle me prenait le bras ou rigolait à ce que je disais. Même quand j'étais sérieux en lui disant d'arrêter de me demander d'enlever mon t-shirt. On s'est entraîné presque tous les jours et pendant les jours où on ne le faisait pas, elle appelait la salle pour me parler et elle ne s'arrêtait pas pendant près d'une demi-heure pour me dire que je lui manquais. Un jour, elle est venue à la salle et m'a coincé dans un coin pour me parler de tout et n'importe quoi. J'étais dans les nuages, mais elle a claqué des doigts devant mes yeux pour que je me réveille. Je me disais, peut-être que vous devriez venir m'entraîner chez moi, elle a dit, en mettant sa main sur mon bras, l'air amoureuse, ce qui m'a dégoûté. J'ai commencé à inventer des excuses en disant que mon chef n'aimerait pas ça, ou bien que je n'avais pas de voiture pour aller chez elle. Mais elle a dit, « Oh, j'en ai déjà parlé à votre chef. Il est d'accord. » Elle a dit avec un grand sourire. « Et je peux venir vous chercher, » elle a ajouté. Je me suis retourné pour regarder mon chef, mais je l'ai vu plonger derrière le comptoir pour m'éviter. « Super !» J'ai dit en faisant semblant d'être content. Je vais demander une augmentation à mon chef dès que cette femme sera partie. J'étais sur le trottoir en face de mon appartement quand j'ai vu ce coupé rouler et se garer juste en face de moi. Avec Véronica qui portait des lunettes de soleil et me faisait un geste de la main. « C'est l'hiver, il gèle, pourquoi avez-vous la capote de votre voiture ouverte ?» J'ai dit quand je me suis assis sur le siège gelé. On a roulé une vingtaine de minutes en sortant du centre-ville jusqu'à la banlieue. 20 minutes insupportables. Elle avait mis la musique à fond pendant tout le trajet et ne s'arrêtait pas de chanter, à part pour me demander de chanter avec elle. On est arrivé à un portail qu'elle a ouvert avec les empreintes de son doigt. On a roulé dans l'allée jusqu'à arriver devant une grande demeure. On aurait dit un château. Je suis resté là, la bouche grande ouverte, ce qui a fait rire Véronica. Moi et mes sœurs possédons une entreprise dans les nouvelles technologies ainsi que des actions dans plusieurs entreprises à succès, a-t-elle dit. Puis elle s'est appuyée sur moi et m'a murmuré. On est riche. Comme si elle voulait me séduire avec ça. Et elle voulait me faire visiter sa maison, mais j'ai insisté pour qu'on aille directement à sa salle de sport. Elle m'a amené dans une pièce énorme, qui, à ma plus grande surprise, était bien mieux équipée que la salle de sport dans laquelle je bossais. Pourquoi elle vient alors qu'elle a une meilleure salle de sport chez elle? Je l'ai entraînée dans sa salle plusieurs fois, mais aussi dans la salle où je bosse, car je lui ai dit que je trouvais ça bien plus pratique et que j'étais plus proche des autres clients. Il commençait aussi à faire plus froid et elle continuait à ne pas enlever la capote de sa voiture. Je me suis dit que c'était parce qu'elle voulait que j'attrape froid et que je la prenne dans mes bras pour me réchauffer. Et en y repensant, c'était probablement le cas. Un soir, je me préparais à dormir, ou plus exactement, à me prendre plusieurs bols de céréales en regardant la télé, quand mon téléphone a sonné. J'ai soufflé et je me suis levé de mon canapé. J'ai pris le téléphone. Et j'ai été déçu d'entendre la voix de Véronica. « Est-ce que vous pouvez venir m'entraîner ?» Elle a dit avec une voix de bébé. J'ai regardé dehors et j'ai vu qu'il neigeait violemment. Elle insistait, mais j'ai dit qu'il neigeait beaucoup trop pour aller chez elle en toute sécurité. Mais juste avant que je ne raccroche, elle a dit « Je te paierai le double », ce qui m'a fait hésiter. Elle a continué en disant qu'elle me paierait double, pas directement à la salle de sport, mais à moi personnellement, ce qui voulait dire que je recevrais le double de ce que la salle me paye, ce qui est énorme pour moi. Elle a dit qu'elle viendrait me chercher et me ramener chez moi juste après.
J'ai alors soufflé et j'ai accepté avant de raccrocher et m'habiller. Je suis descendu quand j'ai vu Véronica sonner à la porte. Elle avait bien fermé la capote de sa voiture et je n'ai pas eu trop froid. Elle a essayé d'engager la conversation sur la route, mais je suis resté silencieux en regardant par la fenêtre. Je me sentais sale de me vendre comme ça. Je me suis dirigé rapidement vers sa salle de sport quand on est arrivé, en l'ignorant quand elle s'est arrêtée pour aller dans la cuisine pour m'offrir du café pour me réveiller. J'étais très strict pendant les cours parce que j'étais tellement ennuyé par elle pour avoir demandé ça et contre moi-même d'avoir accepté. À travers l'immense fenêtre de la salle, je pouvais voir la neige tomber. Il y avait au moins 30 cm de neige à ce moment. Je pouvais voir que Véronica regrettait de m'avoir demandé de l'entraîner à cause de mon mauvais comportement. Je me comportais comme un chef d'armée. Elle semblait finalement abandonnée et m'a dit avoir fini avec l'entraînement pour aujourd'hui. Super, allons-y. J'ai dit froidement en prenant mon sac et mon manteau avant de me diriger vers la porte. Mais elle m'a arrêté et a pointé du doigt à la fenêtre. « Je ne peux pas conduire avec ce temps, c'est trop dangereux », elle a dit. Je voulais l'engueuler. J'étais si furieux que je voulais exploser. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire et si je devais marcher si elle ne me raccompagnait pas. « Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester dans la chambre d'amis, » elle a dit en souriant. Elle a pris ma main et m'a conduit dans la chambre d'amis. Elle m'a donné un pyjama et tout. « Je serai dans la chambre au fond du couloir si vous avez besoin de quelque chose, » a-t-elle dit en me faisant un clin d'œil. J'ai presque vomi. Et j'ai verrouillé la porte dès qu'elle est sortie. Je ne voulais absolument pas qu'elle entre dans ma chambre en plein milieu de la nuit. Je me suis réveillé le lendemain matin car elle frappait à la porte. Je l'ai ouverte pour découvrir Véronica qui a mis sa main sur sa poitrine et m'a poussé dans le lit avant de poser un plateau avec le petit déjeuner sur mes genoux. Elle portait une de ces robes chics que les femmes riches portent dans les films après avoir tué leur mari. J'avais donc naturellement peur. Elle m'a regardé manger et puis insisté pour que j'aille prendre une douche. J'ai pris une douche dans la salle de bain accolée à la chambre. Mais quand j'ai voulu prendre ma serviette, elle n'était plus là. Mes habits n'étaient plus là aussi. Est-ce qu'elle est entrée pendant que je prenais la douche et les a pris? Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai alors pris le tapis de bain et je me suis couvert avec avant d'ouvrir légèrement la porte. Je l'ai vue, couchée sur le lit, dans lequel j'ai dormi en reniflant mes habits sales. Elle m'a vu et elle a fait l'innocente, avant de me donner des habits propres. Je les ai mis rapidement et elle m'a emmené à la voiture. Les routes avaient été dégagées et salées. Le retour s'est donc passé en toute sécurité. Elle n'arrêtait pas de parler, même quand on s'est garé devant mon appartement. Tout à coup, elle a pris mon visage avec une main et m'a embrassé. J'étais dégoûté. Puis, elle m'a littéralement jeté hors de sa voiture. Elle m'a dit au revoir et est partie en me laissant choqué sur le trottoir. On a continué à s'entraîner, mais à la salle, car j'ai dit à mon chef de dire à Véronica que je n'étais plus autorisé à entraîner des gens chez eux. Après un jour d'entraînement, j'ai essayé de refuser son invitation quand elle m'a demandé de venir chez elle en tant qu'amie. « Je veux vous récompenser pour avoir été si gentil avec moi », elle a dit en traçant des cercles sur mes biceps avec ses doigts. « Pourquoi ne viendrais-tu pas manger samedi ?» elle m'a demandé. Je ne sais pas si c'était à cause de son regard ou celui de mon chef, mais je me suis dit que je devais accepter. J'avais l'impression de ne pas avoir le choix. J'ai alors accepté, en mourant à petit feu à l'intérieur. J'ai pris le bus pour aller chez elle. Mon cœur battait fort, mais c'était à cause de la peur. J'étais si perdu que j'ai presque glissé sur la partie gelée du trottoir. Elle a ouvert la porte dès que j'ai sonné à la porte. Elle a pris mon manteau et m'a conduit dans la salle à manger. J'ai été surpris de voir d'autres personnes, une jeune femme et deux jeunes hommes. J'ai dit jeune homme, mais ils semblaient avoir mon âge. Ils m'ont souri, surtout la fille. Leur sourire a disparu quand Véronica a commencé à parler et a dit les enfants. Voici Tucker, mon copain. Mes yeux se sont grands ouverts tout comme les leurs. Les deux garçons avaient l'air furieux et la fille semblait triste. J'étais trop choqué par ce qu'elle avait dit pour la corriger. Elle n'a laissé personne parler car elle nous avait fait asseoir et on a commencé à manger. Au milieu du repas, l'un des garçons a baissé son couteau et sa fourchette et a dit « Qu'est-ce que tu fais, maman? Il a notre âge !» Ce qui a poussé l'autre à me dire « Et c'est quoi ton problème à toi? Profiter d'une riche femme âgée ?» J'étais choqué. Véronica a commencé à leur crier dessus. Ils ont fait de même. Les seuls qui ne disaient rien étaient moi et la fille. J'ai compris que je devais sortir de cette maison aussi vite que possible. Je me suis faufilé hors de la table pendant qu'ils s'embrouillaient tous et j'ai commencé à chercher mon manteau. J'ai cherché dans chaque pièce sans le trouver.
Finalement, j'ai ouvert une porte que je n'avais pas vue avant et je suis resté figé. C'était une pièce remplie de photos de moi. Ma photo était sur tous les murs. La pièce était remplie de bougies et de lumière rouge. Mes habits sales étaient là. Elle avait aussi mes serviettes sales. On aurait dit un temple en mon honneur. Cette femme était folle. J'ai trouvé mon manteau et je l'ai pris. Je l'ai mis en allant vers la porte d'entrée. Juste après, Véronica a commencé à me courir après. L'arrêt de bus était à plusieurs pâtés de maison. Je devais la semer. J'ai entendu un bruit derrière moi et en me retournant, j'ai vu qu'elle avait glissé sur une plaque de verglas. Je me suis arrêté pour réfléchir si je devais aller l'aider ou pas. J'étais sur le point d'y aller quand j'ai vu ces gosses courir dans notre direction. Ça craint, je me suis dit, avant de courir dans la direction opposée vers l'arrêt de bus. Mon bus est passé devant Véronica et ses gosses. Elle avait son mascara qui coulait sur ses joues et ils ont levé leurs doigts prêts à en découdre avec moi. Mais plus je prenais de la distance et plus je commençais à me calmer. Je n'ai plus revu Véronica. Dès que je suis rentré, j'ai envoyé un email à mon chef pour lui dire que je démissionnais. J'ai aussi commencé à chercher un appartement et j'en ai trouvé un super avec 2 colocataires à l'autre bout de la ville. Vous vous demandez si tout ça était nécessaire? Eh bien oui, ça l'était. Je craignais de rester dans mon ancien appartement après avoir vu cette pièce à mon effigie. J'avais l'impression que quand je dormais, Véronica me regardait par la fenêtre ou pire encore, qu'elle rentrait dans mon appartement pour m'enlever. J'en faisais des cauchemars. J'ai en fait trouvé la paix quand j'ai déménagé loin de mon ancienne vie. Je suis devenu prof de sport dans une école, car je me suis dit que si une femme malade d'âge moyen rôdait là-bas, ils appelleraient immédiatement la police.